Bienvenue à Ligne de vie, le balado des pros du monde de l'emploi. C'est la référence si vous êtes un intervenant qui gravite autour du monde de l'emploi. On vous donne des outils pour améliorer vos relations, améliorer votre accompagnement aussi auprès des gens qui sont dans une démarche vers l'emploi. À chaque épisode, on vous parle d'enjeux, de sujets différents. On est disponible sur plusieurs plateformes de diffusion pour les balados et sur YouTube aussi. Et aujourd'hui, on vous parle de grossophobie en milieu de travail. Sujet super pertinent et encore clairement d'actualité. Je pense que c'était un épisode où on a essayé de déconstruire plein de choses, puis en même temps, on pourrait faire 3 épisodes sur le sujet, puis on en aurait encore à dire. Encore plus. J'ai l'impression d'avoir seulement effleuré le tout, mais podcast nécessaire pour réaliser à quel point le travail est encore long et encore nécessaire, je pense. Vraiment. En fait, moi, c'est ce que j'ai retenu à la fin de la discussion qu'on a eue avec Tasha. Il y a tellement de choses à dire, puis il y a tellement de prise de conscience encore à avoir. Comme tu dis, on aurait pu faire 3, 4, 5 épisodes encore, mais ce que je retiens surtout, c'est parlons-en. Parlons-en plus encore. T'sais, on a ouvert une porte aujourd'hui, mais il faut continuer d'en parler, puis il faut continuer de conscientiser puis d'informer les gens. Totalement. En attendant que tout ce travail se fasse, on vous invite évidemment à vous abonner à nos plateformes d'écoute. On vous invite aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre tous nos projets, toutes nos activités et bien plus encore. Puis, ben, bonne écoute. Alors, on vous laisse en compagnie de Tasha. Chaque personne a son histoire, ses défis, ses espoirs. Derrière chaque CV, un monde à explorer. Ligne de vie. Tasha, bonjour, bienvenue à l'émission. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. On commence toujours notre émission avec un petit segment particulier. On t'a demandé quelle était ta date de naissance. C'était intriguant, c'était bizarre de te faire demander ça? Ou... Ben, je me demande ce que vous allez faire avec ça parce que je connais rien à l'astrologie. Que... Tu vas le savoir dans quelques instants. En fait, à l'aide de l'intelligence artificielle, on est rendu là en 2025. On lui a demandé de nous faire un archétype professionnel pour toi, pour chacun de nos invités. On commence le segment comme ça. Et on ne te connaît pas. Donc, c'est une manière aussi de te connaître. Quoique nous, on se connaît un petit peu, mais c'est plus toi qui me connais que moi qui te connais. C'est peut-être moi qui va plus apprendre à te connaître. Exact. Si l'intelligence artificielle dit vrai, c'est ça. Exact. C'est à toi de nous le dire. Peut-être qu'on est complètement dans le champ, puis ben, ça nous permettra de t'apprendre à te connaître. Donc, je te lis ton portrait. Il va comme suit. Tasha est Capricorne et ça se sent dans son approche, rigoureuse, persévérante et dotée d'une grande capacité d'organisation. Son rôle de chargée de cours, entre autres, doctorante en supplément, en management, amplifie ses qualités naturelles. Elle conjugue structure et exigence avec un réel souci de transmettre son savoir de façon claire et concrète. Tasha est de celles qui construisent patiemment, brique par brique, et qui inspirent par leur discipline. Ça te ressemble-tu, ça? Pas très discipline, par exemple. C'est vrai? Mais le reste, je pense que ça ressemble pas pire. Je sais pas si je suis organisée. J'imagine que je dois être organisée, mais je suis aussi TDAH, fait que je suis un peu all over the place quand même tout le temps. C'est un mélange entre les deux. C'est le chaos un peu. Là, chaos organisé, je pense. Un chaos organisé. Quand même, pour se rendre jusqu'au doctorat, il y a quand même une certaine capacité d'organisation. C'est un peu ça, je me disais, ouais. Je pense. Je sais pas, là. J'en ai jamais fait, mais... Ouais. Mais l'intelligence artificielle t'a aussi déterminé des forces clés. Donc là, on va voir si encore là, tu t'y reconnais ou pas. Mais on dit de toi que tu as une vision structurée et méthodique des projets, que tu as une capacité à bâtir la crédibilité et la confiance par ton professionnalisme, aptitude à transformer la théorie en application concrète et une grande résilience face aux obstacles. Et ça dit, elle ne lâche jamais avant d'avoir trouvé une solution. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui te parlent? Je pense que c'est vrai que je lâche jamais avant d'avoir trouvé une solution parce que je me suis quand même rendue au doctorat avec 3 enfants, dont 2 à besoins particuliers.
Fait que je pense que je suis quand même assez bonne pour continuer, même malgré les obstacles. Ça représente bien. Ben là, j'allais dire, tu disais que tu n'étais peut-être pas tant organisée. Si avec 3 enfants, tu as réussi à te rendre jusque-là, il fallait que tu aies un minimum d'organisation, je pense. Là. C'est un chaos organisé. Ouais, c'est bien dit, ça. Il y a une des travailleuses sociales des enfants qui nous a donné des collants pour mettre sur notre auto, puis c'est Fire Dumpster Response Team. Fait que tout, quand tout prend en feu, c'est moi qui t'es réponds. capable. Tu vois, grande capacité d'organisation, je pense, d'abord. Aujourd'hui, on commence avec un sujet clairement hyper intéressant, grossophobie en milieu de travail. Je tiens à dire qu'on l'a comme un peu nommé, qu'on se connaissait de par ton projet justement de doctorat. Tu pourras nous en parler un peu plus, là, mais tu sais, ce que je trouve super intéressant de t'avoir aujourd'hui, c'est cette perspective-là RH, management, qu'on n'a pas toujours. On sait que la grossophobie a été beaucoup étudiée quand même de façon avec une lunette sociale, avec une lunette un peu plus en psycho, mais très peu en management. C'est quelque chose que c'est toi qui m'as appris quand on s'est rencontrés. Donc, de là, la pertinence de ta thèse de doctorat, bien sûr, sur le sujet. Mais évidemment, moi, je commencerais par te demander, la grossophobie, là, en milieu de travail, ça ressemble à quoi? Ça s'exprime comment? C'est une grosse, grosse question. Je te dirais que c'est pas nécessairement ce à quoi on s'attend. On s'attend peut-être plus à des insultes ou des trucs comme ça, alors que c'est vraiment plus insinueux ce qui se passe dans les organisations. Il y a quand même une certaine forme de respect qui doit être mise en place, puis que les gens ont tendance à obéir à ça. Par contre, de façon très, très insinueuse, là, les commentaires sur la nourriture qu'on mange, sur le poids qu'on a, pas nécessairement envers celui des autres, mais envers le sien, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans les organisations. Il y a une de mes participantes qui disait parler du poids ou de la diète, c'est un peu comme parler de la température dehors. Là. C'est la nouvelle conversation in. Puis je pense qu'on le voit aussi en regain là, avec tous les GLP-1 de ce monde qui sont partout. D'ailleurs, il y avait une affiche qui parlait de Wegovy pendant que je conduisais vers ici. Donc, c'est surtout des trucs comme ça. C'est le fait de ne pas nécessairement avoir l'espace pour passer ou de ressentir de la honte quand on fait un choix qui ne serait pas nécessairement le choix que les gens voudraient qu'on fasse, étant donné qu'on est une personne grosse. Il y a une de mes participantes qui parlait, par exemple, qu'il y a une affiche à un des endroits où elle travaille qui dit « Prendre l'escalier sauve des vies ». Sauf qu'elle a des troubles de mobilité qui étaient là avant qu'elle prenne du poids. Toutes les fois qu'elle appuie sur le bouton de l'ascenseur, elle se sent mal parce qu'elle se dit tout le monde va penser que je prends l'ascenseur parce que je suis grosse. Mais non, c'est parce que j'ai eu une opération ou quelque chose comme ça qui m'empêche de prendre les escaliers. Fait que c'est toujours cette arrière-pensée-là qui est omniprésente de qu'est-ce que les gens vont penser. Le doute aussi qui est constant de « Ah, on me dit ça, mais c'était-tu vraiment par rapport à mes capacités ou c'est par rapport à mon poids? Parce que on m'a jamais dit que je faisais pas le travail vraiment. » Puis moi, je me pousse tout le temps plus pour aller toujours plus loin puis me démontrer. Mais finalement, je reçois des petits commentaires que je pourrais pas prouver que c'est de la grossophobie, mais j'ai le doute en arrière parce que depuis que je suis tout petite, on me rappelle que c'est à cause que je suis grosse que je fais ou que je fais pas assez, puis c'est pour ça que je suis grosse. Donc, c'est tout le temps quelque chose qui revient chez les gens. Mais c'est moins dans l'attaque personnelle. Il y a des gens qui en ont eu, c'est arrivé. Mais généralement, ces grandes attaques-là là, sont quand même assez prises en charge parce que c'est direct et c'est facile à prouver. Les employeurs ont généralement plus de possibilités d'intervenir, alors que dans le reste, les gens souvent vont même pas en parler. C'est sûr, tu sais, je pense que c'est un peu comme aussi ce qui exprime les gens qui sont racisés aussi. Là. C'est rare que c'est des attaques verbales qui sont directes, sur lesquelles on peut agir directement. C'est très insidieux. Ouais. Puis c'est ça qui se passe aussi, c'est que ça perdure des fois très longtemps avant qu'on ait accumulé assez de phrases ou de non-dits pour faire comme hey, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Puis encore là, je pense que c'est facile aussi de se gaslighter soi-même, dire ah non, c'est peut-être juste moi, j'exagère. Je suis un peu fou, là. C'est sûrement pas ça, tu sais. Oui, ça arrive vraiment souvent. Même dans les entrevues, il me disait, je pourrais pas dire que c'est vraiment ça, mais
J'avais l'impression que c'était peut-être ça. Puis là, finalement, on me parlait de 2, 3, 4 événements qui s'étaient passés où c'était un doute. Puis là, à un moment donné, quand ça se répète puis que le doute est persistant, c'est peut-être parce que c'est vraiment ça qu'il y a derrière aussi. Il faut le considérer. Puis comme on n'en parle pas, c'est souvent... Ça passe inaperçu. Puis les gens qui sont pas des personnes grosses, souvent, ne réalisent même pas les commentaires ou à quel point ça peut être blessant, les commentaires qui ont été dits. Juste quelqu'un qui arrive au party de Noël puis qui dit « Ah non, moi, je vais pas manger de gâteau. J'ai déjà trop abusé. Faut que je surveille ma ligne. » Quand tu es à côté d'une personne grosse, la personne grosse se dit « Est-ce que c'est vraiment si mal que ça de ressembler à moi? » C'est tous des commentaires comme ça où même juger ce que l'autre personne a dans son assiette au dîner. J'ai des gens qui vont même pas aller manger avec leurs collègues de travail parce qu'ils ont peur qu'ils jugent ce qu'il y a dans leur assiette, alors que la majorité du temps, c'est des trucs sains comme tout le monde, parce que tout le monde a généralement de la variété, sauf quand les gens sont vraiment très, très précis sur ce qu'ils veulent manger. Mais là, ça tombe dans d'autres types de problématiques souvent aussi, là, et donc il faut faire attention avec ça. Puis c'est des discussions qui sont tellement banales qui peuvent avoir des très gros impacts. Mm. Puis justement, tu sais, sur le marché du travail, quand une personne est dans une équipe de travail avec des collègues, tout ça, est-ce que tu as déjà remarqué ou entendu des témoignages de gens, tu sais, qui ont été victimes de préjugés? Puis je dis qu'ils sont déjà dans une équipe, mais même, c'est ça aussi, je reviens peut-être en arrière, quand une personne intègre pour la première fois une nouvelle équipe de travail, est-ce que tu as été témoin ou entendu des fois des préjugés qui reviennent plus souvent par rapport à une personne grosse qui doit passer à travers le processus d'embauche, être recrutée, intégrer une équipe? Est-ce qu'il y a des préjugés que tu vois plus que d'autres? Je n'en parle pas beaucoup parce que moi, je me concentre sur l'expérience des personnes grosses. Par contre, dans la littérature, on en parle quand même bien. Ça, c'est la partie ressources humaines là, qui a été étudiée. Donc, les personnes grosses sont en général moins embauchées, ont des moins gros salaires, ont moins de promotions. Puis c'est beaucoup plus vrai pour les femmes que pour les hommes et à un poids moindre. Donc, tu n'as pas besoin d'être aussi grosse, entre parenthèses, pour une femme, pour être discriminée par rapport à ton poids, versus un homme qui peut atteindre un poids plus élevé avant de commencer à être discriminé par rapport à son poids. Puis là, on n'arrête pas de le nommer. C'est quoi, en fait, la grossophobie? C'est quoi la définition de ça? Tu sais, souvent, on l'entend, là. Ah, mais moi, j'ai pas peur des gros. C'est-tu la peur des gros, la grossophobie? C'est pas la peur des gros, c'est... Ben, ça comprend la peur. Ça comprend la peur, entre autres, de devenir gros, ce qui est un phénomène relativement commun. Mais c'est tous les comportements stigmatisants ou discriminants envers les personnes grosses. Donc, qui vont, ça va de haut en large, donc juste le regard de la tête aux pieds quand tu passes à côté de quelqu'un, puis tu sais très bien que c'est son poids qui est en train de juger, puis pas en train de te reluquer, parce que le regard est complètement différent. Tous ces petits comportements-là de stigmatisation, de discrimination entrent dans la grossophobie, y compris la peur constante de devenir gros, ce qu'on a vu par exemple beaucoup pendant la pandémie, où tout le monde paniquait parce qu'il était en isolement et avait tellement peur d'engraisser pendant qu'il était en isolement. Ça a été d'ailleurs une période de retour au travail assez difficile pour les personnes grosses parce que les gens ne les avaient pas vus pendant très longtemps. Puis si on avait changé d'emploi, par exemple, pour qu'on était à distance pendant une partie de l'intégration, puis là, on entrait en personne, on avait l'impression, les participantes à qui j'ai parlé avaient l'impression souvent que ils m'imaginent d'une certaine façon parce qu'ils voient juste ma tête à l'écran. Là, je ne vais pas nécessairement représenter ça. Est-ce qu'ils vont encore me trouver aussi compétente? Est-ce qu'ils vont encore me traiter de la même façon? Puis là, c'était comme une anxiété de plus, là, le retour après la pandémie. Surtout que pour la plupart des gens, il y a quand même eu des fluctuations de poids pendant la pandémie qui ne sont pas nécessairement reliées à l'activité ou à la nourriture. Mais c'est aussi une grande période de stress, etc., qui peuvent avoir des qui peuvent causer là, des variations de poids aussi. Hey, mon Dieu, on dirait que là, je me ramène à l'époque de la pandémie, puis je pense même que j'ai eu, à un moment donné, cette pensée-là de dire, tu sais, moi-même, tu sais, j'ai changé pendant la pandémie, puis quel regard les collègues de travail, mettons,
vont avoir sur moi. Fait que tu me ramènes dans une époque qu'on dirait qui est comme pas si lointaine, mais on dirait qu'on a essayé de l'oublier un peu, tu sais. Fait que, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au quotidien pour essayer de défaire ces préjugés-là, les fausses croyances, les jugements rapides qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Là, la problématique avec ça, c'est que présentement, la charge de régler la situation retombe sur les personnes grosses elles-mêmes. Fait qu'il y a quand même un surplus de travail, puis un travail émotionnel invisible vraiment gigantesque derrière être une personne grosse, que ce soit en milieu de travail ou non. Pour les autres personnes, bien, c'est sûr que de s'éduquer sur une déconstruction quand même assez importante là, de ce qu'on nous apprend depuis qu'on est très jeune. Ma fille qui est en 4e année, l'année passée, son prof d'édu lui a dit que s'il mangeait trop, il allait devenir gros. Donc, c'est vraiment très, très ancré en nous. Donc, si on n'est pas une personne grosse, c'est sûr que s'éduquer sur ça, demander des questions aussi, est-ce que je dis des choses qui sont blessantes? Parce que souvent, ils ne le réalisent pas. Mais d'être assez ouvert pour pouvoir demander. Puis souvent, c'est pas le cas parce qu'on est toujours un peu... mal à l'aise de poser des questions aux personnes grosses. Est-ce que tu as besoin d'une autre chaise ou qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? C'est comme les participantes me disaient, mais ils le font pas, puis des fois, j'ai l'impression qu'ils voudraient venir me poser la question, mais c'est toujours malaisant quand ils essaient d'en parler. Fais juste y aller et pose des questions ouvertement. Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui sont désagréables pour toi ou qui te blessent? Puis pour les employeurs, mais c'est sûr de parler du fait qu'il ne faut pas parler de poids, qu'il ne faut pas parler de la culture de la diète ou de la perte de poids en organisation, puis aussi proposer des adaptations. Parce que souvent, la personne grosse ne va pas nécessairement avoir l'envie d'aller demander parce qu'elle ressent beaucoup de honte, contrairement à quelqu'un qui arriverait avec un problème de genou, une canne ou un handicap qu'on voit. Pour les personnes grosses, personne ne va demander est-ce que ta chaise est convenable? Est-ce que l'espace entre nos bureaux de travail est convenable? Est-ce que tu peux circuler librement? Est-ce que nos toilettes sont assez grandes? Parce qu'il y a des cubicules de toilettes qui sont tellement petits qu'il faut se tasser sur le côté pour réussir à rentrer dedans. Puis ça, c'est si tu n'as pas en plus des sacs, des sacs à main, des sacs à dos, etc. Donc, de demander si l'environnement de travail est convenable, puis de ne pas avoir peur de le faire pour pouvoir proposer des changements s'il y en a besoin. Ce serait la première chose que je dirais. Là. On doit arrêter d'avoir peur, puis poser des questions, puis en parler ouvertement. Bien, il faut prendre une responsabilité, finalement, en tant qu'employeur, de dire je me dois d'accueillir chaque employé de façon égalitaire aussi. Fait que ça veut aussi dire que c'est ça, si j'ai une personne en situation de handicap et que je suis portée à aller la voir pour savoir si elle a besoin de quoi que ce soit, il faut que je le fasse. Il faut que je me pose la question avec tout le monde, finalement. Peu importe ce qui pourrait faire en sorte que sa situation ne soit pas adéquate pour qu'elle puisse faire sa journée de travail, puis se sentir bien, se sentir à l'aise avec les collègues, tout ça. Fait que j'entends que c'est ça, tu sais, il y a une responsabilisation auprès de l'employeur aussi, les sensibiliser à ça. Je pense. C'est une sensibilisation qui est difficile à aller chercher présentement parce que la discrimination par rapport au corps n'est pas encore reconnue comme une forme de discrimination. Donc, pour la jurisprudence, ce qu'ils doivent faire au niveau légal, c'est le faire passer sous le handicap présentement, ce qu'on essaie de ne pas faire. Et donc, il faut prouver que le poids a un impact sur les capacités de la personne pour pouvoir prouver la discrimination, alors qu'on essaie de s'éloigner de ce modèle-là pathologisant. Donc, si on doit le faire de cette façon-là, ça ne fonctionne pas, puis on fait juste refaire la boucle finalement. Donc, oui, de prendre cette responsabilité-là, puis d'arrêter d'avoir peur d'en parler, d'avoir de la honte aussi d'en parler, puis de réaliser que c'est pas la faute de la personne si elle est grosse, parce que ça, c'est vraiment ce qui est le stéréotype de base. Là, si tu es une personne grosse, c'est parce que tu en fais pas assez, c'est parce que tu manges pas bien. Y a rien, c'est toi, c'est toujours toi le problème. Donc, de dépasser ça, puis de se responsabiliser, puis d'en parler ouvertement, parce qu'on a aussi encore peur de dire le mot grosse, même. Ça, c'est... Le mot sonne négatif, péjoratif, alors que c'est juste un constat, c'est un fait, comme on va dire que la tasse est blanche, que, tu sais, c'est ça, il faut comme enlever cette connotation-là négative. Oui, tout à fait. Puis là, ça, c'est encore
partagé même dans le monde militant. Là. Il y a des gens pour qui veulent pas se réapproprier le terme parce que ça vient avec un bagage émotif assez lourd. Mais pour la majorité et dans la littérature et au niveau militantisme, utiliser le terme gros pour se décrire, puis se le réapproprier un peu de la même façon dont les communautés queer ont repris le terme queer pour l'utiliser haut et fort. C'est un peu le même principe qu'on veut faire. Mais c'est pas encore tout à fait là, puis on doit aussi justifier, là, même dans mes textes, je dois justifier que je dis personne grosse, puis pas personne en surpoids, ou etc. Puis ce sont des termes que auxquels je n'adhère pas du tout en plus, parce que ça signifie qu'il y a un poids qui est normal, puis l'autre qui est au-dessus de ça. Donc, utiliser les bons termes, ça serait briser le tabou. Ouais. À l'heure où on tourne ce podcast-là, on a dans les médias une petite vague de discussions par rapport à la grossophobie médicale. Je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux. Puis les commentaires sont encore que la grossophobie, c'est nécessaire parce que ça pousse les gros à perdre du poids puis à améliorer leur santé. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que de shamer des gens, de leur rappeler qu'ils sont gros, ça va avoir une incidence positive sur leur poids? Là, je me prononce pas pour moi parce que moi, j'en ai pas parlé, je l'ai pas étudié particulièrement. Mais dans la littérature, on dit tout simplement que non, ce n'est pas vrai. Entre autres parce que les facteurs psychosociaux sont hyper importants dans la gestion du poids. Et donc, si on est en détresse psychologique parce qu'on est constamment shamé, on va pas nécessairement prendre les bonnes décisions. Il y a un nutritionniste qui disait sur les réseaux sociaux, on a cette tendance à associer le fait de manger à quelque chose de rationnel. Mais manger, c'est beaucoup plus que quelque chose de rationnel aussi. C'est émotionnel, c'est selon les goûts, les envies, selon une certaine rigidité. Puis de le rendre ça, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, la rationalité limitée en théorie des organisations. Là. L'être humain n'est pas complètement rationnel. Donc, de lui attribuer des trucs comme ça qui seraient juste rationnels, ce ne serait pas sain non plus. Puis, tous les enjeux de santé mentale aussi sont importants. Là. Le stress fait généralement prendre du poids. Il y a des trucs hormonaux. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Donc, non, juste de shamer les gens pour leur dire « tu devrais perdre du poids », ça ne fonctionne pas. Puis, c'est généralement pour ça que les diètes ne fonctionnent pas à long terme. Il y a plein de gens gros aussi qui font des activités physiques, plus même que certaines personnes minces. Donc, c'est pas nécessairement... C'est ça, il faut briser ce stéréotype-là. Là, arrêter de leur taper sur la tête, là, puis trouver comment les personnes peuvent être saines. Puis en plus, c'est prouvé aussi que faire le yo-yo en poids, c'est beaucoup plus néfaste pour la santé que juste être une personne Ben oui, grosse. c'est ça. Donc... Justement, j'ai envie de revenir sur c'est quoi les impacts de la santé mentale, de la grossophobie, mais particulièrement sur le milieu de travail. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que justement les participants que tu as rencontrés t'ont le plus nommé? Ce qui m'ont le plus nommé, je dirais que c'est la pression constante de devoir toujours faire plus. C'est quelque chose qu'on a aussi en tant que femme. Là. On veut se prouver constamment. C'est comme exacerbé quand en plus tu es une femme grosse. Fait que c'est toujours donner son 150% sans nécessairement attendre rien en retour parce que c'est juste pour prouver que tu mérites ta place. Fait que c'est sûr que ça vient avec plusieurs enjeux, là, de devoir toujours se donner plus que ce qu'on devrait se donner. Surtout comparativement aux autres, ça vient aussi avec les enjeux. Là, si toi, tu donnes 150%, pourquoi c'est l'autre personne qui donne son 85% qui a quand même la promotion, finalement? Parce qu'on n'a pas remarqué. Ça vient avec quand même beaucoup de honte personnelle aussi. On est vraiment nos plus grandes critiques, je crois, dans ce monde. Même chez les personnes qui me disaient être de plus en plus confortables dans leur corps, puis maintenant, ils s'assument vraiment beaucoup en tant que personne grosse. Ce qu'on me disait, c'est que c'est un roller coaster permanent. Il y a des journées où tout va bien, puis il y a d'autres journées où... tu te regardes dans le miroir et tu es comme « OK, non, j'ai pas envie de me lever ce matin. » Puis là, ben, si tu arrives au travail puis que tu es déjà dans cet état-là puis que tu reçois, c'est sûr que ça exacerbe encore plus.
C'est vrai que l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui varie selon le temps, l'époque, puis des fragile. fois... Oui, c'est ça, un simple quelque chose qui se passe, un simple mot qui a été dit, puis on recommence à zéro, là, tu sais, des fois. Il y a toute la charge émotionnelle puis la charge mentale aussi qui vient avec de devoir sensibiliser, éduquer sur son milieu de travail qui demande encore plus. Fait qu'en plus de devoir se prouver à 150% constamment, mais s'il arrive quelque chose, ça revient à la personne grosse aussi de dire « Hey, si tu me dis que cette personne-là a perdu du poids, puis maintenant, je la trouve, pour le dire dans des mots adéquats pour la caméra, je la trouve vraiment plus attrayante. Ben, c'est pas nécessairement la place, puis c'est peut-être grossophobe parce que là, tu disais qu'elle méritait pas d'être regardée avant d'avoir perdu ce poids-là. Là, moi, je suis à côté de toi, puis j'existe. Là, souvent, c'est que la première fois que t'en parles, en plus, c'est pas nécessairement bien reçu. Les gens ont tendance à se braquer quand on leur dit qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Fait que c'est tout le temps un travail constant aussi d'aller sensibiliser au travail. Puis ça vient avec toute cette pression de performance-là qui s'accumule puis qui devient énorme dans le temps, autant avec ses collègues qu'avec son patron. Est-ce que je dois aller lui demander une autre chaise ou non? Est-ce qu'il va accepter si je demande une autre chaise ou non? Toutes des remises en question là, permanentes qu'on ne devrait pas nécessairement avoir en milieu de travail. J'ai besoin d'une chaise dans laquelle mes fesses vont pouvoir s'asseoir. Ben, j'ai besoin d'une chaise dans laquelle mes fesses vont pouvoir s'asseoir. Ça ne devrait pas être un problème d'aller le demander. On devrait juste me donner une chaise qui est adéquate, tout simplement. C'est ça. Puis ça entraîne aussi une forme d'isolement, tu sais, parce que là, on n'ose pas demander, on n'ose pas exprimer nos besoins, nos inconforts, tout ça. Puis, veux pas, avec le temps, tu t'isoles de plus en plus. Puis, t'espères que quelqu'un va venir te le demander, parce que toi, t'oses pas. Fait que c'est un cercle vicieux aussi, là, qui... Il n'y a aucune de mes participantes qui m'a dit... C'est une de mes questions, là, est-ce que quelqu'un t'a déjà défendu? Puis pour la plupart, il avait déjà défendu quelqu'un dans certains contextes, que ce soit au travail ou non. Mais personne n'était venu non plus à leur rescousse parce que personne n'est assez sensibilisé pour voir que finalement, ça passait pas. Fait qu'il n'y a jamais quelqu'un qui fait « Hey, ce que tu viens de dire, c'était peut-être pas le moment de le dire ou c'était peut-être pas le contexte de le dire au travail, là, ce que tu manges, ton poids, j'ai réussi à perdre 30 livres. On veut pas le savoir quand tu es sur le milieu du travail. Là, ça n'a pas sa place. Fait qu'il y avait aussi cet isolement-là de finalement, personne vient à ma rescousse à moi. Donc, c'est encore ça aussi. Là, c'est surtout... Là, c'était juste des personnes grosses à qui je parlais. Fait qu'elle avait souvent défendu quelqu'un, mais à moins d'être plusieurs personnes grosses qui peuvent se soutenir dans une organisation, mais on arrive à cet isolement-là aussi. Ce serait le fun que ce soit pas juste les personnes grosses qui se défendent elles-mêmes. Entre elles, c'est ça. Tu as l'impression de ne pas avoir d'alliés quand tu es C'est ça que j'allais la seule nommer, là. personne. C'est l'importance des alliés, des personnes minces dans le milieu de travail, qui soient aussi des fois les personnes qui se font porte-parole de ces situations-là. C'est super important. Qu'est-ce que les employeurs doivent penser, mettre en place pour avoir des milieux qui sont le plus possible inclusifs avec les personnes grosses? Je dirais d'abord d'inclure la diversité corporelle dans leur politique, parce que présentement, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas rien qui empêche les gens de faire de la grossophobie courante au jour le jour dans les organisations, parce que ce n'est pas dans les politiques. Donc, l'employeur n'a pas présentement de jeu à cet effet. Donc, c'est sûr que de l'inclure. Sinon, de penser aussi à la diversité corporelle, dans tous les aspects. Son mobilier, la façon dont les ascenseurs... Est-ce que les ascenseurs fonctionnent? Est-ce que les escaliers roulants fonctionnent? Est-ce que dans les salles de classe, souvent, c'est des rangées de pupitres? Puis oui, on a une chaise adéquate en avant, puis tout ça, mais si je veux aller aider les étudiants, il faut aussi que je passe dans les rangées de pupitres, puis ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, de réfléchir à tout ça. De réfléchir à la diversité corporelle quand on a des uniformes ou même du matériel promotionnel. Souvent, pour un événement, là, il va y avoir des chandails. Je pourrais prendre, par exemple, la Pride, là, où toutes les organisations font faire des chandails de Pride pour leurs employés. Puis là, ben, ça arrête à extra large, finalement.
Je peux pas le choisir. Mais non, Puis c'est ça. s'assurer que les fournisseurs l'offrent aussi, puis que ce soit un choix qui est évident, pas que j'aie besoin de faire. Ben, tu sais, moi, je peux pas me commander de chandail parce que ça va pas à ma taille. Il faudrait que ce soit directement là pour pas que j'aie à faire le travail de vous rappeler que je suis une personne grosse et donc que vous devez faire quelque chose pour moi, parce qu'en plus, on a déjà cette impression-là qu'on n'en fait pas assez, et de demander, alors qu'on essaie de se prouver, c'est toujours difficile. Est-ce que dans les entrevues que tu as faites, puis je terminerai sur cette question, est-ce qu'il y en a des milieux que tu as vus qui sont réellement inclusifs? Complètement. Je n'en ai pas vu qui était complètement inclusif dans le sens où c'était réfléchi. J'en ai vu dans lesquels la culture organisationnelle était vraiment favorable à la diversité et tout allait bien dans ce milieu de travail-là pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait un problème ou que quelqu'un se mette à faire des commentaires et que personne ne le réalise. Mais dans l'équipe qui était présente, souvent, ce qui fonctionne le mieux, c'est ceux qui ont des politiques, par exemple, en ergonomie, qui sont pour tout le monde. Fait que quand on a un nouvel employé, il y a un bilan ergonomique qui arrive, un ergonome, un ergonome, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, là, puis qui vérifie la hauteur du bureau, la chaise, etc. Mais ça, c'est fait pour tout le monde. Fait que c'est pas nécessairement si tu es une personne en situation d'handicap, si tu es une personne grosse, etc. C'est juste tous les nouveaux employés. C'est une procédure. C'est une Ça fait procédure. partie intégrante du processus d'accueil d'une nouvelle personne. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, ben, ça comprend la diversité corporelle aussi dedans. Ouais. Puis c'est adapté, puis ça passe pas comme étant non plus quelque chose de honteux parce que tout le monde a le même processus à l'embauche. Mais ça se fait généralement dans des milieux organisationnels, par exemple dans la fonction publique où il y a déjà des politiques grandement mises en place pour ça, mais ça serait le fun que nos employeurs au privé aussi soient capables de le faire. Mm-hmm. J'ai vu une organisation qui a un comité de diversité dans lequel une personne grosse a choisi de s'inclure pour parler de grossophobie, mais c'est la seule personne dans toute l'organisation. Donc, c'est un processus qui est en discussion. Puis, elle porte le chapeau, puis on va voir ce que ça va donner. J'aimerais savoir des nouvelles à un moment donné de est-ce que ça a donné quelque chose. Mais c'était pas comme ouvertement on cherche une personne grosse pour représenter les personnes grosses, mais ça s'est adonné qu'elle est là pour représenter nos voix. Donc, il n'y a rien qui a été fait que j'ai vu concrètement, mais il y a des endroits où ça fonctionne mieux que d'autres, étant donné soit l'ouverture présente de l'équipe, soit des méthodologies au travail qui sont accessibles à tous. Mm-hmm. Là, il n'y a pas de... Même si on ne le considère pas, là, à ce moment-là, il pourrait y avoir d'autres problèmes quand même, parce que là, on règle la partie du bureau et des déplacements, etc., mais on ne règle pas nécessairement les commentaires des autres personnes. Non, c'est Puis ça. là, ben, il y a juste la politique qui pourrait engendrer ça pour dire on n'a pas le droit de parler de ce type de discussion-là, mais j'en ai pas vu encore. Bien, je pense que ça prouve qu'il y a encore... Bien, premièrement, ça prouve qu'il faut continuer d'en parler. Puis deuxièmement, ça prouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire puis que ça vaut la peine, justement, de réserver des moments comme on a réservé aujourd'hui avec toi pour en parler, pour conscientiser les gens qui sont en milieu de travail, mais partout, là, tu sais, je veux dire, nous, on se concentre sur les milieux de travail, mais il y a beaucoup de sensibilisation à faire encore pour qu'on pense à inclure tout le monde, puis à se poser des questions, puis à oser aller aussi poser des questions et pas attendre nécessairement que la personne doive toujours faire le premier pas pour venir s'affirmer, puis demander ce dont elle a besoin aussi. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. On aurait pu, je pense, continuer encore des heures et des heures. Peut-être que tu pourras revenir nous voir, puis on pourra en reparler si tu as envie de revenir nous voir. Ça va nous faire plaisir, en tout cas. Je finirai avec un petit conseil qui a été encore une fois créé grâce à notre intelligence artificielle à partir de l'archétype qu'on t'a lu tout à l'heure, qui tu te reconnaissais un peu, pas à 100%, mais en tout cas, moi, à t'entendre parler, tout ça, je reconnais quand même certaines choses.
Mais le conseil de l'IA est le suivant. Donc, ta rigueur et ton professionnalisme sont des forces indéniables. N'oublie pas d'y ajouter une touche de souplesse et de vulnérabilité. C'est ce mélange qui transforme une experte en une véritable leader inspirante. Donc, tu pourras repartir avec ton archétype et avec ce petit conseil que tu pourras garder précieusement pour la suite. Mais encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup à toi.